Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, est-il jubilatoire d'être parent? C'est la conviction de Benjamin Muller. Il est l'invité du Grand Oral. Notre anti-sèche, c'est une nouvelle formule en 2025. Nous réveillons notre culture générale cette semaine en partenariat avec les arènes BD autour du thème de l'histoire de l'éducation. Question du jour. Comment s'appelaient en 1943 les bons points que l'on décernait aux élèves méritants? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Jean-Yves Segui. Et puis enfin, rendez-vous comme chaque semaine avec Célie Luton. On poussera les portes de la librairie. Sujet du jour, les parents en littérature de jeunesse avec des livres qui évoquent l'adoption, une maman excentrique et la relation père-fils. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Benjamin Muller, bonjour. Bonjour Emmanuel. Ravi de vous accueillir. Faut-il vraiment vous présenter? Vous êtes journaliste, quand même, allez, vous êtes journaliste, vous êtes chroniqueur dans la matinale de TF1, après avoir fait les beaux jours de la Maison des Maternelles précédemment, ça pendant 8 ans, et vous êtes auteur aussi de livres pour enfants tirés d'un podcast que vous avez créé il y a quelques années, mais également de livres pour les parents. Et c'est dans cette dernière catégorie que s'inscrit votre dernier ouvrage, ce dictionnaire jubilatoire du jeune parent débordé. Vous le signez avec Mathieu Sapin, il vient de sortir chez HarperCollins. Alors il y a tous les sujets, ça va de A comme alimentation à Z comme Zelda, mais on passe aussi par B comme Baby Clash, D comme Dimanche Soir, I comme Instagram ou P comme pyjamaclisme. Il y a quelques néologismes sympathiques dans le bouquin. On va évidemment le feuilleter ensemble, ce dictionnaire, mais juste avant, quand on devient parent, on a toujours en mémoire les parents qu'on a eus, l'éducation qu'on a reçue, soit pour la reproduire, soit pour faire tout l'inverse. D'ailleurs, vous avez été éduqué comment? Vous aviez un père médecin, une mère puéricultrice. Absolument. Ça peut être... Quand j'ai vu ça, je me suis dit ça a pu jouer dans les deux sens. Non, j'ai eu de la chance. Ça a marché, ok. J'ai eu de la chance. Ils étaient, et ils sont d'ailleurs toujours, très sensibilisés à toutes les questions d'éducation. Évidemment, père médecin, mère puéricultrice, enfin je veux dire, c'était leur quotidien. Et je crois que moi, j'ai pu grandir dans, vous savez, ce qu'on a appelé plus tard l'éducation bienveillante. Exactement. Avant que ce soit théorisé. Du coup, les enfants avaient été complètement respectés, évidemment aucune forme de violence, la possibilité de donner son avis à table, l'avis des enfants comptait, que ce soit avec mes parents, mes grands-parents. Moi, j'ai des souvenirs de grands repas de famille, vous voyez, on débattait tous ensemble, en grandissant au collège, parler de l'actualité, parler de politique, où l'avis des enfants comptait autant de celui des adultes. Donc je pense que ça a fait ce que je suis aujourd'hui, et moi en tout cas, je vois l'éducation comme ça. C'est vrai que vous n'écrivez pas noir sur blanc dans le bouquin, sauf erreur de ma part, vous inspirez spécialement de la parentalité positive, mais globalement, c'est votre grand point de repère quand même. Alors en fait, c'est comment dire, je trouve que c'est compliqué ce sujet, parce que oui, l'éducation positive, dans le sens où non à toute forme de violence psychologique, physique, etc., évidemment. Oui, la psychologie positive pour dire que l'enfant est un être à part entière et qu'il faut le considérer, oui, évidemment. En revanche, c'est tellement détourné, maintenant, quand on parle d'éducation bienveillante. C'est comme quand on parle de woke, si vous voulez. Qu'est-ce que veut dire être woke aujourd'hui? Si a priori c'est juste faire attention, la lutte contre le racisme, tout le monde est woke. Mais en fait, le nom maintenant est connoté. Je trouve que l'éducation positive, c'est pareil. Et c'est pour ça que vous évitez le mot un petit peu partout, on vous sent retire la plume par moment. Oui, parce que j'ai pas envie d'être pris pour ce que je ne suis pas, c'est-à-dire les enfants ont tous les pouvoirs, ce qui est une dérive. Il y a des familles qui sont complètement perturbées parce que les enfants ont pris le pouvoir. Et donc voilà, il faut. Moi j'aime beaucoup ce que dit. Alors rien que de dire son nom à Goldman, qui aujourd'hui il y a tous ces théoriciens. Caroline Goldman. Pardon, oui, Caroline Goldman, pas Jean-Jacques. Caroline Goldman. Son et père. tous ceux qui disent voilà que ça va trop loin par moment. Et moi j'ai conscience de ça. Donc vous voyez, je marche sur les œufs. Bon, elle dit aussi qu'il faut faire souffrir les enfants, ce qui n'est pas forcément ce que vous dites. Souffrir. Ah oui, elle dit qu'il faut les punir. Elle les traite souffrir, non. Elle les traite de moucherons, elle fait des trucs quand même pas très sympas. Quoi. Moi, je n'ai pas vu ça dans votre bouquin non plus. Voilà. Non, elle dit qu'une bonne punition fait pas de mal, que dire à son enfant d'aller le time-out, c'est-à-dire aller dans sa chambre pour se calmer, ne fait pas de mal. Voilà. Et je suis plutôt tendance à penser qu'elle a raison. Mes parents m'ont élevé dans l'éducation bienveillante, mais quand j'étais chiant, ils me disaient, tu vas dans ta chambre, tu reviens quand t'es calmé. Bon, tout va bien, quoi. Vous avez survécu. Des livres sur la parentalité, il y en a quelques-uns, vous le savez, parce que vous les lisez, vous les chroniquez. Pourquoi à un moment donné, vous vous êtes dit, allez, je vais rajouter une pierre à l'édifice? Alors, parce que j'ai pensé je pense qu'il y a eu une période où il était nécessaire de dire beaucoup aux parents, je vais vous dire la vérité, je vais vous raconter tout ce qui est dur quand on devient parent. Et là, aujourd'hui, moi, j'ai eu plutôt envie de prendre le contre-pied, c'est-à-dire, maintenant que vous savez, parce que maintenant on le sait, on parle tellement de tout ce qui est difficile dans la parentalité, j'ai envie quand même de rappeler, tout en listant ce qui est compliqué, que c'est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand bonheur de la vie. Et je trouve qu'à un moment, c'était tellement manichéen, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, les livres, c'était uniquement pour dire « vous allez être parent, sinon vous ratez votre vie, ça va être génial ». Ensuite, c'était plus que « c'est horrible, votre couple va exploser les biclages » et compagnie. Et moi, j'avais envie, je me suis lancé dans ce défi d'essayer de faire un mix des deux. Lister tout ce qui va être compliqué, et pour autant dire
on y arrive. Si tant est qu'il n'y ait pas de maladie, si tant est qu'il n'y ait pas de choses vraiment difficiles. Bien vous voyez. sûr. Mais parce que je pense que tout est dans la nuance dans la vie. D'où la notion de jubilatoire, Voilà. dictionnaire jubilatoire, c'est ça? Et jubilatoire et débordé. Vous avez vu, on peut être débordé. Oui, mais comme vous aviez dit débordé. Mais en fait, Voilà. c'est ça que vous vouliez ramener, c'est le côté jubilation. Oui, absolument. Et moi, je trouve que la vie est marrante dans les nuances, la vie est marrante dans les paradoxes. Être parent, c'est un grand paradoxe, c'est un bonheur absolu. Et crevant aussi. Vous savez, des fois, toute la journée, on pense vivement que je récupère mes enfants à l'école pour les retrouver, ils m'ont manqué. Et au bout de 2 minutes, ils nous saoulent déjà. C'est ça la parentalité, vous voyez, le paradoxe. Vous vous appuyez aussi pas mal sur les neurosciences. Je crois que c'est un des chapitres les plus longs de votre dictionnaire. Oui. C'est aussi un des grands apports des 20 dernières années dans la connaissance de ce que sont les enfants. Ça, pour le coup, c'est un apport que vos parents n'avaient pas en tête, puisque ça n'existait pas. Non, je bien pense que vous soyez jeune quand vous êtes né. Je pense non, mes parents ne l'avaient pas, mais parce qu'ils avaient sans doute le bon sens avant que ce soit prouvé. Oui, les neurosciences, ce qui est intéressant, c'est que ça montre à quel point, l'exemple des violences est quand même assez intéressant. En gros, les neurosciences, c'est analyser le cerveau des enfants et voir ce qui les aide à se développer ou ce qui les bloque plutôt. Et donc, les neurosciences vont aller confirmer tout un tas de choses comme on peut dire, de bon sens, notamment dans l'éducation, ce qui permet à un élève d'apprendre. Il y a un exemple tout bête, comme ici, on parle beaucoup d'éducation. Moi, quand j'étais à l'école, plus petit, vous savez, on devait rester assis à table, surtout pas bouger, rien avoir d'entre les mains, etc. Les neurosciences nous prouvent que non, en fait. Il y a plein d'enfants qui ont besoin pour apprendre une poésie de marcher, de bouger, d'avoir des choses dans les mains. Ça paraît tout con, mais une fois qu'on le sait, on fait oui, bien sûr. Moi-même, pour apprendre des choses aujourd'hui, vous-même, je suis sûr qu'en répétant vos chroniques ou quoi, des fois, on a besoin de bouger, de marcher, moi, ça m'aide, ça aide plein de gens. Donc les neurosciences. Je suis bien d'accord, et on m'oblige à rester derrière ce bureau. Mais non, on l'a fait debout. Absolument catastrophique. On l'a fait Non, je rigole, on va pas le faire. Votre génération, elle est aussi devenue parent sous l'œil des réseaux sociaux, Instagram en tête. Et là aussi, vous y revenez à plusieurs reprises dans le livre. Alors, je ne vais pas préciser, mais c'est des chapitres d'abord très agréables à lire, très courts. Donc, c'est vraiment, soit on peut le lire de A à Z, ça se lit de A à Z d'ailleurs, soit on peut le feuilleter. C'est très agréable. Et puis, de temps en temps, quand même, vous vous arrêtez sur 2-3 trucs. On se dit, tiens, là, il y a alerte. Oui. Et il y a notamment alerte sur les influenceurs. En fait, Instagram et les influenceurs, c'est toujours pareil. Tout est dans le paradoxe. Il y a un bon côté. C'est-à-dire que vous allez avoir des influenceurs, des médecins, des pédiatres qui vont faire de la pédagogie, vous expliquer tout un tas de concepts, de choses, etc. Et à l'inverse, il y a les parents influenceurs qui, parce qu'ils ont un enfant, s'autodéclarent experts en parentalité. On parlait de Caroline Goldman tout à l'heure, et vont faire des éditos au vitriol pour expliquer, pour caricaturer ce qu'elle va dire elle, alors que c'est son métier. Ou à l'inverse, vous avez les parents qui vont mettre l'intérieur de chez eux, montrer leurs enfants, montrer leurs devoirs, ou montrer que tout est parfait chez eux. Et donc vous êtes chez vous. Vous galérez, vous êtes en manque de sommeil. Il y a la tache de vomi là. Il y a la tache de vomi, vous êtes sale, c'est le bordel à la maison, votre couple, il n'y a plus rien qui va, vous n'avez pas fait l'amour depuis 1 an, et vous voyez l'influenceuse qui, elle, vous explique que c'est tout l'inverse. Vous vous sentez minable. Donc c'est là où je dis que les influenceurs, il faut prendre tout ça avec beaucoup de précaution. Sur ce sujet, comme sur tous les autres d'ailleurs, vous avez une position assez balancée parce que ça peut aussi servir les comptes non toxiques à se sentir moins seul. Vous avez fait un livre qui est un peu comme un compagnon. C'est un petit peu... c'est un bon copain quand on est parent, votre bouquin. C'est un peu l'idée. En fait, moi, je l'ai lu comme ça, voilà. Ouais, parce qu'on n'est pas encore copains, mais on va le devenir grâce à ce livre. Moi, je l'ai vraiment vu comme si un copain, demain, va devenir papa, qu'est-ce que j'ai envie de lui dire, copain ou copine? Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? Quels sont les points importants? Donc, j'ai commencé par lister les points basiques, les points les plus importants, le sommeil, le baby clash, le pédiatre, l'école, etc. Puis ensuite, les subtilités. Et ensuite, les subtilités des subtilités. Pour essayer de faire un condensé, mais ça fait à peu près... C'est long comme travail, ça fait 18 mois à peu près que je travaille sur ce projet. Et donc, dans mon téléphone, je me mettais des notes à chaque fois que justement je voyais des potes ou des proches ou dans les émissions des jeunes parents. Et dès qu'ils me parlaient d'un truc, ils disaient « Ah oui, il y a un sujet là-dessus, il faut que j'y réfléchisse, Et après, on voyait ce qu'on gardait ou ce qu'on gardait pas. Il y a quelques chiffres dans le bouquin sur la difficulté à être parent. 8 jeunes parents sur 10 se sont déjà disputés à propos des tâches parentales. Et oui, je me demande qui sont les 2 autres d'ailleurs. On les cherche toujours. Comment ils font En fait, ce qui montre, c'est qu'il y a énormément de couples qui mangent, on va pas se mentir, après être devenus parents. La fatigue déjà, comme tout le monde est crevé, forcément quand on est fatigué par définition on a moins de patience, etc. Et aussi souvent, le déséquilibre du partage des tâches commence avec l'arrivée d'un enfant. Avant d'avoir un enfant, on est à 2, chacun s'occupe un peu de soi, et puis éventuellement chacun vide le lave-vaisselle de temps en temps. Et c'est rarement en faveur de la maman. Alors ça c'est clair. Et en devenant parent, les choses explosent dans le mauvais sens du terme, et c'est aussi pour ça que c'est important de sensibiliser, je dis bien sensibiliser, pas donner de leçons, sensibiliser les jeunes pères et les futurs jeunes pères, parce que beaucoup n'ont pas eu d'éducation paritaire, c'était la maman qui se tapait tout, je juge personne, c'était comme ça. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était presque ancré, c'était mal vu qu'un homme s'occupe des enfants.
Et donc, la nouvelle génération de pères a eu ce modèle-là. C'est compliqué d'aller de rompre avec tout ça. Ouais, voilà, de rompre avec tout ça. Donc, il ne faut pas juger ces jeunes pères et essayer de les accompagner. C'est ce que j'essaye de faire. Bon, Benjamin, moi, je voudrais bien donner un bon point pour ce bouquin. Vous savez comment on appelait ça en 43, les bons points qu'on donnait? Je pensais aux images, mais ça ne doit pas être ça, non? On va demander alors. Ouais. Allez, on pose la question à Jean-Yves Segui. C'est l'heure de l'Anti-Sèche et on retrouve juste après Benjamin Muller pour continuer à parler de ce dictionnaire jubilatoire du jeune parent débordé qui vient de sortir chez HarperCollins et que vous signez avec Mathieu Sapin. Et depuis le début de l'année, on teste notre culture générale dans l'Anti-Sèche. C'est notre nouvelle formule. Et cette semaine, on teste nos connaissances en histoire de l'éducation en partenariat avec les arènes BD. Et la question qui vous est posée aujourd'hui est la suivante. Comment s'appelaient en 1943 les bons points que l'on donnait aux élèves méritants? On va y répondre avec Jean-Yves Segui, comme depuis le début de la semaine. Bonjour. Bonjour. Maître de conférences émérite en sciences de l'éducation à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, membre du laboratoire ECP pour éducation, culture, politique et co-auteur avec Eva Rollin de cette incroyable histoire de l'éducation parue aux arènes BD. Le seul défaut de ces titres-là, de votre collection des arènes BD, c'est que quand je veux dire que le bouquin est incroyable, je veux dire avec de l'incroyable, incroyable histoire. Donc, enfin bref, c'est pas très habile. De l'extraordinaire, incroyable histoire de l'éducation parue aux arènes BD. Alors, en 43, les bons points, comment on les appelait? Alors, je devine un peu. On est en 1943, voilà. On est sous le régime de Vichy, ouais. Et donc les bons points, on les appelle les bons points du maréchal. Quand même dingue, quand même. Et alors ça nous montre bien quelque chose, c'est que l'école n'était pas et n'a jamais été un sanctuaire, comme on le dit souvent. La société traverse l'école. Et là, on est sous le régime de Vichy. Les bons points, ça existait déjà avant. Hein. On en trouve des traces au XVIIIe siècle. Le pasteur Oberlin, qui est un des inventeurs des salles d'asile qui vont devenir des écoles maternelles. Il a imaginé ces systèmes de bons points. Il y en avait même avant pour le catéchisme. Mais là, on va utiliser les bons points pour faire passer des messages, comme on dirait maintenant, pour mettre en évidence certaines valeurs. Pour endoctriner, on dirait. Endoctriner, voilà. Enfin, quand on n'est pas d'accord, on dit endoctriner. Voilà. Sinon, on dit pour faire passer des valeurs. Je pense qu'on va se laisser aller à parler d'endoctrinement, puisque ces bons points sont composés d'un côté d'une petite image et de l'autre côté d'un petit texte. Et donc, qu'est-ce qu'on va valoriser? D'abord, le maréchal. Pétain, on montre le maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun, et on commence le petit texte par « À la gloire de Philippe Pétain, il fallait l'auréole du malheur », puisqu'il y avait le malheur de la défaite de 1940. Donc voilà. Et Pétain, on a un discours laudateur du maréchal. Mais c'est aussi l'occasion de valoriser l'armée, c'est l'occasion de valoriser la terre très importante dans l'idéologie, qui elle ne ment pas. C'est de valoriser la famille et la mère. Et en particulier la maman, hein, pas la mère. La mère, la maman, hein, puisqu'il y a un petit texte qui termine par bénissez-les enfants, aimez-les, maman, sainte maman. On voit la place de la religion. Et puis ce qui est intéressant, c'est que on valorise alors les grands coloniaux, comme on dit, hein, mais on valorise aussi les grandes figures, les grands personnages. Alors, figurez-vous que les grands personnages sont tous des hommes. Comme par hasard. Et alors, il y a quelque chose qui est absolument fabuleux, c'est que parmi ces personnages, il y a Pierre Curie. Pierre Curie, on dit tout ce qu'il a fait, mais alors on mentionne très rapidement Marie Curie, et on dit que Pierre Curie a eu le prix Nobel. On oublie juste de dire que Marie Curie a eu effectivement le prix Nobel avec Pierre Curie en 1903, mais elle l'a eu de nouveau en chimie cette fois-ci en 1911. Mais ça, on n'en parle pas. Voilà, on instrumentalise beaucoup l'école pour faire passer des messages. Il y a énormément d'exemples, on en prend deux très rapidement. 1870, on vient de se prendre une petite tripotée par les Prussiens, et on se dit que l'instituteur prussien a gagné parce qu'il a transmis de meilleures valeurs, donc ça va donner ensuite une certaine forme d'endoctrinement, mais aussi parce qu'il est assez sportif, et on crée les bataillons scolaires. Voilà, on va créer des bataillons scolaires, c'est-à-dire on prépare la revanche. En gros, 1870, et pour ce qui va devenir la guerre de 1914-1918. On les prépare. Et donc, vous avez des petits-enfants qui apprennent avec des fusils en bois. Alors, ce sont des fusils en bois, mais ils apprennent à marcher au pas, ils apprennent à viser, à tirer, debout, couché, à genoux. Et donc, ils apprennent, et même quand ils ont 14 ans, ils apprennent à tirer avec des vrais fusils. Alors, c'est très contrôlé. Bon, ça n'a pas duré très longtemps. Ça n'a pas duré. 1892, on arrête parce que... Mais ça donne naissance, finalement, à ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation physique et sportive. Alors,
on fait vraiment de la gym à l'école. On va utiliser, parce qu'il y a l'idée d'éducation physique. C'est ça. Alors, il ne faudrait pas réduire l'éducation physique à cet aspect-là, mais effectivement, on sait que se développe une forme de gymnastique laïque après, dans l'entre-deux-guerres, qui va vraiment, enfin, avant la Première Guerre et surtout dans l'entre-deux-guerres, où on a, vous savez, ces grands rassemblements d'élèves qui font des gestes ou des gestes en même temps. Et puis, autre exemple absolument extraordinaire, vous avez mis, on va le voir d'ailleurs, un tableau mural du docteur Galtier-Boissière, alors que vous avez réinterprété, qu'Eva Rolin a réinterprété. Il faut aussi lutter contre l'alcoolisme. L'alcool voilà l'ennemi. C'est marrant de le décoder d'ailleurs. Alors, la lutte contre l'alcoolisme, c'est fondamental. C'est une question fondamentale et on va utiliser l'école pour lutter contre l'alcoolisme. Alors, on a ce tableau-là qui était affiché dans chaque classe et qui faisait peur. Parce qu'on montre un foie sain et un foie d'alcoolique. On montre la tête d'un personnage qui est sain et un personnage, c'est le même alcoolique. Il est vraiment pas en forme. Mais on en profite quand même pour dire un peu de mal des Allemands. On va en profiter pour dire et valoriser la France, et en particulier le vin. Le vin français. C'est-à-dire qu'il y a des bons alcools et des mauvais alcools. Voilà, et c'est quand même extraordinaire. C'est le vin. Voilà. Le mauvais alcool, c'est l'alcool allemand, en particulier le Kartoffelschnaps. Et là, on montre un cobaye qui boit du vin, il est un peu étourdi, et un cobaye qui boit du Kartoffelschnaps. Et là, il meurt. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Yves Segui. Il y a plein d'autres exemples de ce type de présence d'un discours politique à l'intérieur de l'école dans cette incroyable histoire de l'éducation parue aux arènes BD et signé Jean-Yves Segui et Eva Rolin. Pour en savoir plus, évidemment, vous le lisez, Grand Oral, la suite. Benjamin Muller, c'est quasiment une obsession. Quand on lit votre dictionnaire jubilatoire, on a l'impression que vous voulez surtout pas qu'on vous prenne pour un gourou, pour un donneur de leçons, enfin comme si vous aviez une conscience très forte, parce que vous avez une influence. Je veux dire, la Maison des Maternelles pendant 8 ans, la matinale de TF1, ça fait du monde qui vous regarde. Vous avez une parole qui porte. Vous faites maintenant un dictionnaire en plus. Alors certes, vous mettez jubilatoire, parents débordés, tout ça est assez rigolo. Il y a les dessins de Mathieu Sapin, on se marre. Mais vous avez quand même conscience du fait qu'on pourrait vous prendre au premier degré. Vous n'avez pas envie de ça non plus. Pas du tout, parce que je trouve que moi, dans la vie, les donneurs de leçons m'ont toujours gonflé. Et je trouve qu'en devenant parent, c'est très difficile de voir des gens venir vous dire ce que tu fais, c'est mal. La manière dont tu le fais, c'est mal, etc. Qu'est-ce qu'il y a de plus intime que d'être parent, que d'être papa, que d'être maman? Donc si on a un Gugus à la télé qui vient et qui dit « Non mais attendez, vous faites n'importe quoi, Emmanuel, je vais vous dire comment il faut faire », c'est insupportable. Et en plus, je pense que ce serait contre-productif. Moi, je suis convaincu de certaines... de l'importance de l'engagement des parents dans une forme de parentalité qui est douce, qui est à l'écoute, qui est bienveillante, mais qui est aussi exigeante, qui donne des valeurs, etc. Donc j'essaye de le transmettre. Après, les gens vont piocher, mais surtout, j'ai pas du tout envie de donner des leçons. Non. C'est un peu une obsession, effectivement. Alors, une des façons que vous utilisez pour nous inviter à dédramatiser, c'est de parler de vous. Par exemple, à la rubrique « Mes souvenirs du collège ». Alors ça, c'est pas... Vous vous en souvenez encore? Oui, le collège, je m'en souviens encore. En fait, je m'étais dit, bon, je pense que ce livre, il sera plutôt pour les jeunes parents, mais moi, le collège m'a tellement marqué, je pense que, de toute façon, est-ce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas pire comme année que les années collège, et il n'y a presque pas mieux. Enfin, je veux dire, on est dans le paradoxe de la vie le plus ultime. Et comme j'ai une fille qui est aujourd'hui au collège, je vois à quel point le collège, c'est à la fois merveilleux et c'est à la fois affreux. Je pense qu'au collège, c'est à la fois là où moi je suis tombé amoureux pour la première fois et à la fois là où j'ai été harcelé. Et on est dans cette ambivalence, on se connaît pas bien nous-mêmes, nos parents commencent à nous gonfler, on les gonfle, ils nous comprennent pas. Donc c'est un peu la croisée des chemins de tout. Je dois dire, j'aurais pu faire un livre entier sur le collège, même un tome entier. Et vous écrivez que le matin que vous avez déposé votre fille au collège, vous l'avez prévenue, tu vas voir, tu vas t'ennuyer, mais tu vas aussi adorer. Et puis ça, les heures sont longues au collège. On commence à voir les heures de... Je sais pas, moi j'ai des souvenirs, enfin je vais citer personne, mais des cours de physique-chimie, par exemple, j'ai jamais compris, ne serait-ce que la différence entre la physique et la chimie, c'était interminable, c'était affreux pour moi. Ne regardez pas comme ça, je vais pas vous aider là-dessus. Un des meilleurs conseils qu'on vous ait donné, écrivez-vous, ça a été de ne pas chercher à être un parent parfait. On retrouve un peu Winnicott aussi, le parent juste... Suffisamment bon. Bon, en fait, tout ça, voilà, c'est aussi ne vous mettez pas trop de pression et de toute façon, faites de votre mieux, quoi. Je le dis d'autant plus que je pense que, comme beaucoup, moi, pour mon premier enfant, je me suis mis une pression dingue. Et puis, là, j'en ai 3. Au troisième, je pense que... Voilà, c'est ça. Va jouer, débrouille-toi. Il y avait un exemple, une fois qu'on m'avait donné, c'était pour le premier enfant, quand il joue par terre, vous êtes au restaurant, il joue par terre, vous lui lavez les mains, vous les désinfectez. Le deuxième, il peut mettre des cailloux à la bouche, et le troisième, il mange carrément des bouts de mégots. Il mange des mégots qui traînent, et vous vous dites tant mieux pour son immunité. C'est exagéré, mais il y a un peu de ça. Je pense qu'il faut lâcher, il faut se mettre moins de pression possible, il faut accepter les défauts, moi je pense, il faut lister les 3 ou 4 principes qui sont les plus importants dans le parent qu'on a envie de devenir. Donc c'est, je sais pas, la politesse, l'hygiène, le respect, le travail. Travail, je pense qu'il n'y a pas un gros mot avec les enfants. Je veux dire, on peut parler de bienveillance, tout ça, mais le travail, la rigueur, c'est important. Et après, lâcher sur le reste. Alors chacun va lâcher sur ce qu'il veut, mais
Mais sinon, on pète un plomb. Dans les conseils très opérationnels que vous donnez, il y a ne pas hésiter à demander de l'aide, aussi bien autour de soi qu'à des professionnels. Vous parlez d'ailleurs de ces professionnels, de la PMI, des crèches, etc. Ça, c'est les années au maternel, et du coup, par le compte Instagram, avec bien sûr les jeunes parents qui pouvaient échanger avec nous, je remarque, j'invente rien, mais l'extrême solitude de beaucoup de jeunes parents, surtout de jeunes mamans, qui, elles, sont en congé mat, qui n'ont de congé que le nom d'ailleurs, c'est pas du tout un congé. Et les pères repartent travailler, et souvent les femmes se retrouvent pour tout un tas de raisons seules avec leur bébé, et n'osent pas forcément demander de l'aide pour parler de la fatigue, du couple, de toutes ces choses qui ne sont pas médicales. Or, moi, je trouve que les PMI, notamment, c'est des halos de sérénité, de paix. Protection maternelle infantile. Bien sûr, pardon. Le médecin ou le pédiatre, les sages-femmes pour les femmes, sont là pour aider. Et je pense que c'est une erreur que de ne pas plus aller vers ces professionnels où généralement on va attendre vraiment le dernier moment, le burn-out, ces choses-là, pour aller les voir et demander de l'aide. C'est dommage. Toujours dans les chiffres, un sujet que vous avez abordé rapidement, je n'ai pas rebondi dessus il y a quelques minutes, quand vous disiez on n'a pas fait l'amour depuis 1 an, etc. Un couple de jeunes parents sur 2 fait moins l'amour qu'avant la naissance de leur enfant. Et donc tout ça, ça fait aussi partie des choses qu'on ne nous explique pas forcément avant, qu'on peut vivre comme étant anormales, inquiétantes même, parce que quand même, si à un moment donné on se retrouvait à faire des enfants un jour, c'est qu'on a aussi eu envie de faire l'amour. Au moins une fois. Au moins une fois. Si j'ai bien suivi les cours de sciences. D'ailleurs, un couple sur 2, je me demande quel est cet autre couple qui garde exactement la même sexualité après être devenu parent. Ce qui est sûr, c'est que moi je dirais que c'est ni moins bien ni mieux après, c'est juste complètement différent. C'est ça. Et effectivement, je pense que ça fait partie de ces choses qu'il faut juste dire, prévenir. Idéalement que les couples aient la conversation pendant la grossesse, dire bon, a priori ça va changer, on verra bien, pour pas que ça inquiète trop quand, pour tout un tas de raisons, on fait moins ou différemment l'amour, il faut se réinventer complètement. Et c'est pareil, je trouve que ça fait partie des sujets un peu tabous. Je sais pas chez les femmes entre elles, mais en tout cas chez les hommes entre eux, chez moi, mes copains, etc. C'est un sujet dont on ne parle pas. En poids, non ? Ouais, c'est ça. Non, mais nous, on est des bonhommes, on parle pas de ça, mais c'est complètement con. Parce que c'est quand même quelque chose qu'on a tous en tête beaucoup, et donc je trouve que ça fait partie des sujets dont on doit parler. Voilà. Je vous dis ça, mais du coup, à chaque fois que je dis ça, sur Instagram, il y a des mecs qui viennent me voir en disant oui, moi je fais plus l'amour, t'as pas un conseil. Je dis non, mais je suis pas un conseiller conjugal non plus. Je trouve, parlez-en entre vous, le couple doit en parler. Ouais. Alors nous, on a beaucoup arrêté de faire l'amour. Vous n'avez pas un petit conseil ? Non, pas chacun. Mais non, mais parlez-en, c'est vrai. Allez, vous avez 2 pères sur la table, autour de la table, finalement, on danse pas dessus. Et c'est vrai que tout ça, c'est des sujets dont on ne parle pas beaucoup, et c'est bien d'en parler. Alors, il y a ce livre Compagnon, il y a les réseaux sociaux, mais c'est bien de s'en ouvrir à des copains, à des camarades, à des médecins aussi, parce que les médecins sont très bien placés pour aider dans ce genre de cas. Je trouve que c'est nos meilleurs amis, les médecins. Je dis pas ça parce que mon père est médecin, mais je trouve que non, mais... Et nos meilleurs amis sont les puéricultrices. Je dis pas ça parce que ma mère est puéricultrice. Mais quand même, les médecins généralistes qu'on voit quand même tous beaucoup par définition, bien en sûr. plus avec un bébé, ils sont là aussi. Ils ont un rôle psy qui est fantastique. Et ils envoient défiler des parents. Bien sûr. Donc ils savent tout ça. Savent. Il y a une liste de 10 injonctions que vous pourriez recevoir en tant que jeune parent qu'il vaut mieux apprendre à ignorer. Écrivez-vous, on ne va pas toutes les dérouler, mais j'en retiens quand même quelques-unes parce que c'est des trucs qu'on entend en permanence. Alors l'allaitement, par exemple. Ouais. Eh ben ça, on parlait des influenceurs tout à l'heure. Il y a quand même un truc, une injonction à l'allaitement. Une femme, si elle n'allaite pas, elle est vue comme une mauvaise mère, elle est vue comme mettant en danger son enfant. C'est insupportable, en fait. C'est insupportable. Le poids de la société, c'était déjà une chose, mais en plus, avec les réseaux sociaux, se permet de juger une femme qui va mettre une photo de son bébé avec un biberon. Elle va en prendre plein les dents par des donneuses de leçons qui vont lui dire non mais tu es une mauvaise mère, tu le mets en danger, etc. Est-ce qu'il y a une solution qui est de ne pas mettre la photo de soi avec le biberon, ou pas le biberon d'ailleurs, enfin bon, parce que cette exposition permanente, on cherche un peu des ennuis, non ? Alors, tout à fait. Mais je veux dire, après tout, si on a envie de poster une photo de son biberon pour dire je suis content, je suis de maman, eh ben, chacun doit pouvoir faire quand même comme les choses. Absolument. Un bon parent ne laisse pas pleurer son bébé. Bah si, on peut le laisser pleurer un petit peu, il va pas en pleurer. Ça dépend de ce qu'il y a derrière ses pleurs. Voilà, c'est ça. Un bon... Alors... il y a pleurer et pleurer. Voilà. Je veux dire, il vaudra toujours mieux laisser pleurer son bébé 5 minutes, le mettre dans son lit, fermer la porte parce que nous-mêmes on est à 2 doigts de craquer, que de le secouer comme ça arrive beaucoup trop fréquemment. Et je pense que ça aussi, ça a fait partie, à force de dire il faut pas qu'il pleure une seconde, une pression phénoménale est mise sur les jeunes parents qui à un moment savent plus comment faire. Si le bébé pleure 2 minutes, c'est pas grave. Franchement, Caroline Gorman, je reviens tout à l'heure, ça fait partie des choses de bon sens. Vous allez dire que c'est ma gourou, peut-être un peu, mais ça fait partie des choses de bon sens qu'elle dit et elle se fait insulter pour ça. Je trouve ça dommage. Alors je ne veux pas dire que c'est votre gourou, mais je veux dire qu'elle n'est pas la seule à le dire. Non, bien sûr que non. Du côté de l'éducation positive, bien pour sûr. le coup non excessive, où personne ne dit non plus qu'il faut absolument avoir une crise cardiaque à chaque fois qu'un enfant a un sanglot. Se concentrer sur l'amour plutôt que sur la performance, ça aussi c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein d'articles du dictionnaire. Cette idée de on n'est pas en train de faire la course, on n'est pas dans une espèce de compète ultra-libérale à la performance. Il faut être suffisamment bon, vous citiez Winnicott, je crois que c'est ça, la performance, les objectifs qu'on va se mettre. On dit avant j'avais des principes, après j'ai eu des enfants.
tant qu'on fait les choses avec... ça fait un peu cucu de le dire, mais avec un peu d'amour, de douceur, en étant à l'écoute de son enfant, globalement, ça va bien se passer. Allez, un petit dernier pour la route. Les parents doivent être toujours d'accord entre eux. Bon, non. Ah non, de toute façon, c'est pas possible. Non, je pense que c'est même devant sain. les enfants, c'est quand même mieux. Alors voilà, c'est sain de toujours se ça, stimuler l'histoire. l'un l'autre et de. C'est team parents devant et puis il derrière. faut pas s'engueuler devant les enfants. Ouais. Bon, je dis ça, je le fais pas moi-même, mais écoutez, faites-le vous-même, débrouillez-vous. Absolument. Benjamin Muller, vous conseillez aussi de lire des bouquins. On va pousser ensemble les portes de la librairie de Ah oui. Célie Luton, puisque nous sommes vendredi, librairie dans laquelle je suis certain on trouvera ce dictionnaire jubilatoire du jeune parent débordé qui vient de sortir chez HarperCollins et que Benjamin signe avec Mathieu Sapin. Mais pour l'heure, Célie Luton, la librairie. La librairie, notre rendez-vous hebdomadaire avec Célie Luton. Célie, bonjour. Bonjour. Vous saviez... Bon, ben voilà, d'accord. On est Célie, très Benjamin, polie, cette émission. vous n'avez pas besoin de moi pour vous présenter. Et comme Célie savait que vous veniez, elle a fait une petite sélection autour du thème des parents. Oui, et de la famille. Rien que pour vous, et de la famille. Génial. Oui. Avec un premier choix qui est Ombrella, écrit et illustré par Pierre-Alexis. C'est aux éditions La Partie, c'est sorti en juin dernier. Eh bien oui, parce que Ombrella parle de la famille. La famille, c'est un mot que tous les petits, dès 3 ans, comme on peut le raconter dans cet album, que les enfants connaissent. Mais ça veut dire tout et ça veut rien dire. Là, une famille, c'est la leur. Est-ce que celle des autres, elle doit être exactement identique? Pas du tout, pas du tout. Eh bien, Ombrella, c'est une chauve-souris qui se réveille un peu plus tôt que ses copines et une bourrasque de vent va l'emporter loin, 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 loin. Ouch. Et elle trouve un œuf qui va... Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Regardez si c'est pas beau, c'est là, non Ah, C'est un magnifique. caneton. Ah, c'est beau, hein. Ouais, c'est Oui, magnifique. c'est sublime. On est sur un album qui est poétique et nostalgique pour parler évidemment de l'adoption, car notre caneton, il ne sait absolument pas ce que c'est un canard ou une chauve-souris. Et voilà. Mais il sait qu'il y a Ombrella qui s'occupe de lui Ouais. et qui elle aussi va douter. Est-ce que je m'en occupe bien? Est-ce que, bon évidemment, on n'est pas dans la réalité. Et heureusement, il n'y a pas le stress et la pression que l'on peut donner aux jeunes parents. Et c'est à partir de l'âge de 3 ans. Oui. Et vous réagissez, Benjamin, parce Bah, que c'est alors, fort. vous-même, à la rubrique C'est- H comme histoire du dictionnaire, vous donnez plein d'idées de bouquins. Et c'est vrai qu'il y a des choses très belles aussi. Vous citez Solotarev, vous citez Ungerer. Oui, j'ai fait dans les très classiques pour la Oui, mais bibliothèque. qui sont très beaux aussi. C'est quasiment Oui, de la et peinture. puis quoi. je trouve que les livres pour enfants permettent de faire passer des messages. Et donc ouais. là, typiquement, un enfant adopté, lui expliquer d'où il vient, la différence par rapport à d'autres de ses copains, c'est extraordinaire. C'est des supports fantastiques. Ah, Excellent non, je choix. demande à la librairie, justement, je vais expliquer à mon enfant pourquoi il ne me ressemble pas forcément. Eh Oui, ouais. ça peut arriver, ça reste une famille. Ouais, bien Voilà. Deuxième proposition, donc ça c'est à partir de 3 ans, Oui. évidemment, avec les parents. Je vous ai montré Magnifique. une image. Voilà. Alors, je vous en montre une deuxième. C'est vraiment de la peinture, c'est de C'est l'aquarelle. tellement très joli, il y a une Voilà. mélancolie dedans. On a des petits textes. Non, là. Oui. J'ai des petits problèmes de coordination. Bon, ça va. Hein. Anne Fine, Ma mère est impossible, l'école des loisirs. Mais oui, Anne Fine, grande autrice. Ben, la maman du chat assassin, donc Voilà. on sait déjà que ça va être un roman drôle. Drôle. Nous sommes pas dans la collection des mouches, mais à la collection des 9 cette fois-ci, donc grosso modo à partir de 9 ans. Notre héroïne a une petite dizaine d'années et sa maman, elle est, on va le dire gentiment, excentrique, originale. On ne le voit pas sur cette couverture, mais sur la première couverture, la maman a les cheveux bleus. Elle est punk, cette maman. Elle mange des chips toute la journée. Elle met des trucs bizarres aux oreilles, je crois. Oui. Ah non, mais cette maman est une On peut enfant. dire ce qu'elle met aux oreilles Hein, Des araignées. plein de choses. Ah non, les formes d'araignées. Oui. Voilà, Ah, les mais boucles d'accord, d'oreilles en ça forme revient. d'araignée. Ça, Ouais. ça va, c'est rock'n'roll. Comme Cédric Villani. Et, Ouais. et c'est notre petite demoiselle. C'est ça. C'est original, on a dit excentrique. Et c'est notre petite demoiselle qui va prendre des rendez-vous, qui va être la plus sage, la plus mature, peut-être pas toujours. Est-ce que sa maman n'est pas une maman pour autant? Tadam. Mais bien sûr que si. C'est sa maman, C'est une évidemment, maman elle aime. et on aime notre maman parce que sa maman lui veut du bien, que sa maman s'occupe d'elle d'une manière différente. Elles n'ont pas l'emploi du temps, voilà, on n'est pas réglé comme un papier, comme du papier à musique. C'est pas grave. Elle l'aime. Et ça, c'est à partir de 9 ans, puisque c'est dans la Oui, collection à 9. 9 ans. C'est logique. Troisième proposition, Jean-Philippe Blondel, autre auteur prolixe, c'est chez Pôle Fiction et ça s'appelle Blog, un roman. Oui, alors, je l'adore depuis la première publication, je crois que c'était en 2014, aux éditions Actes Sud. Depuis 2020, il est chez Pôle Fiction. Je le conseille toutes les semaines à la librairie. C'est pour ça que je ne peux pas vous le prêter aujourd'hui, Emmanuel. Est-ce que vous l'avez vendu? Oui, Bon, parce c'est que bien, c'est on une vous histoire pardonne. incroyable d'un jeune garçon qui a 15 ans et qui est furieux contre son papa au début de l'histoire. Son papa, il voulait juste garder un lien avec ce jeune homme qui lui échappe, hein, c'est normal, il grandit. 15 ans, ouais. Voilà, 15 ans, donc on veut un jardin secret. Il a lu le blog de son fils refuse de lui parler.
Et pour se faire pardonner, son papa va lui offrir une boîte avec ses effets personnels, ses souvenirs de jeunesse, qu'est-ce qu'il écoutait comme groupe de musique, comment il s'habillait, quelles étaient les modes, et surtout son journal intime. Et donc ce jeune garçon, donc notre narrateur, va redécouvrir son père, redécouvrir sa famille. Et c'est beau. C'est beau. C'est beau. Et c'est à lire à partir de 13 ans. Oui. Oui. Merci beaucoup, chère Célie, pour ces 3 propositions. Benjamin, merci aussi de nous avoir rendu visite, d'avoir changé de plateau. C'est sympa. Un mot, j'ai cité le podcast. Oui, il s'appelle Encore une histoire. Et il continue. Il continue, absolument. Voilà. Parfois, vous en faites des bouquins, c'est ça? Absolument. Voilà, chez Flammarion Jeunesse, il y a 500 histoires. Donc, il y en a pour les petits, les moyens, les grands. Il y a de quoi écouter. Ouais. C'est notamment très bien en voiture. Si les adultes veulent être tranquilles devant, les enfants écoutent le podcast et les parents nous remercient. Tiens, mais ça, c'est une bonne idée. On devrait faire une sélection avant les vacances aussi. Il y a ça et il y a les livres en audio. J'adore. J'en ai quelques-uns. Et ben voilà. En plus, on a des idées de sujets pour la suite. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont en maquillage, Marine Miller, pas du tout, Marine Plantec et Dylan Coller. Je mélange. Et pourquoi pas Kotek pendant que j'y suis. Marine Plantec et Dylan Coller à la préparation de l'émission. Marine qui est en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et à la réalisation Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.